Donc voilà, deuxième partie de Alors, l'enregistrement du 29 octobre. Désolé à tout le monde et désolé surtout à Christian. Je t'en prie. Vas-y, continue à répondre aux questions. Enfin, fais comme tu veux. Voilà. Et puis, peut-être, vu que tu es en train de répondre, si d'autres personnes veulent prendre la parole, et puis on te la redonne ensuite. Continue vas-y. Tu es en train de... là, je réponds beaucoup trop rapidement hein, aux questions, mais là, je vois une question de Martin relative à l'accès au numérique, déjà pour tous les étudiants. Il est évident que pour suivre ce cours, il y avait obligation de posséder un ordinateur ou d'avoir accès à un ordinateur relié à Internet. C'est vrai que déjà, là, il y avait une espèce de tri numérique, hein, si je peux dire, qui, qui s'opérait obligatoirement. C'était incontournable, naturellement. Alors, je ne sais pas si c'est en partie résolu aujourd'hui, mais il me semble quand même que l'accès à Internet est quand même aujourd'hui plus facile qu'à l'époque. Également pour les équipements chez chacun, je pense, étant donné qu'aujourd'hui, on peut même utiliser ses tablettes, bien entendu, on peut utiliser son smartphone, enfin, on peut utiliser beaucoup de choses pour accéder à ces cours. Ah oui, une chose que j'ai pas dite aussi, c'est qu'on a voulu dès le départ, et on a maintenu ça le plus longtemps possible, que nos cours soient disponibles pour quiconque, que n'importe qui puisse les suivre, un peu la logique d'Internet au départ, quoi, le savoir qui se divulgue, qui se répand et qui est facile à trouver. Et donc, on a maintenu ça quand on est arrivé à l'IED, et chacun des enseignants, des chargés de cours, eh bien, pouvait soit laisser son cours en libre consultation, soit le réserver simplement aux inscrits. Naturellement, les personnes qui venaient de consulter les cours sans être inscrits ne participaient pas au forum et ne pouvaient pas être validées. Voilà, ça, si c'est trop rapide, il faudrait vraiment du commentaire. À mon avis, c'est le tout numérique ou le numérique à défaut qui pose souvent problème. Oui, c'est vrai qu'on s'est interrogé, nous, jusqu'à la fin de notre participation à ce dispositif qu'on mettait en place, euh, sur ce qu'on perdait, sur ce qu'on gagnait à être en ligne. Je veux dire du côté éducatif de la question, hein, puisque on ne gagnait absolument rien financièrement. C'est pas, alors bon, j'ai ma petite idée là-dessus. J'avais ma petite idée là-dessus. J'ai pas trop varié. Moi, pour faire très très vite, je considère que c'est un apport absolument quasiment révolutionnaire que l'enseignement en ligne, non pas l'enseignement à distance, parce que l'enseignement à distance existe depuis la Bible à peu près, quoi. Bien, même avant, depuis les les premières pensées écrites qui ont circulé, sans qu'on soit en contact avec Platon ou avec Aristote, s'ils étaient morts depuis 2 siècles, ou 1000 ans, c'était déjà de l'enseignement à distance en quelque sorte. Mais ensuite, l'enseignement à distance pensé comme tel remonte quand même en Grande-Bretagne, je crois, aux années 1830-1840, pour avoir vraiment un enseignement institué, organisé dans ce sens, sur la forme papier, bien entendu. Mais avec l'enseignement en ligne, c'est quand même la première fois quasiment dans l'histoire de l'humanité, hein, carrément, eh bien que l'on peut avoir des séances comme ce soir. Vous voyez, c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'Homo sapiens, depuis 300 000 ans à peu près, et depuis toute l'histoire de la pédagogie et de l'éducation, transmission des savoirs, eh bien qu'on n'est pas dans une forme épidorienne. Vous voyez, en quelque sorte. Théâtrale avec le professeur devant et puis les personnes qui écoutent autour, quoi. Vous voyez, ici, par exemple, il n'y a pas de porte pour notre salle. Il n'y a pas de porte, on ne ferme pas la porte avant de commencer le cours, on ne l'ouvre pas en partant. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes pour les visios, à mon avis, mais c'est autre chose. Et puis, c'est la première fois qu'on est tous presque à égalité de forme. On est tous dans un rectangle à égalité. Moi ou Pierre ou Francis ne sommes pas en position de surplomb par rapport à vous. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se jouent, qui viennent complètement bousculer les habitudes enseignantes. Et c'est quelque chose qui demeure troublant, je pense,
pour de nombreux collègues qui, à l'époque, eh bien, n'étaient pas du tout d'accord pour que l'enseignement en ligne monte à l'IED. Si je reprends un peu le fil de mes idées, je n'ai pas du tout d'accord pour qu'une licence s'autonomise en quelque sorte par rapport au présentiel et que n'était pas du tout d'accord pour des raisons pédagogiques, disant que le présentiel, le rapport direct à l'étudiant, le rapport quasi, on va dire, charnel, comme ça, où on peut se toucher, vous voyez. Dans la main, on se touche, hein, c'est possible, ça, en cours. Hein. Ici, bon, j'ai beau tendre la main, tu touches à rien, si ce n'est ma webcam. Eh bien, tout ça, c'était vu pas d'un bon œil du tout, c'était vu de façon un peu combative. Hein. Donc, il a fallu aussi se battre avec les instances de l'université, avec le conseil, au sein du conseil du FR, hein, même, se battre pour que ça puisse exister, quoi. Pour que le contrat final puisse être signé avec l'IED. Bon, on y est finalement arrivé. On y est finalement arrivé. Les 14 cours nouveaux sont montés à l'IED en ligne et on les a fournis au mois de mai. Ouais, je crois au mois de mai 2005, quelque chose comme ça, pour ouverture en septembre, fin septembre, ouais, voilà. Mais cette fois, l'IED n'était plus au centre de Saint-Denis. Le bâtiment du campus avait été construit. Donc c'était là, c'était plus près, c'est un peu plus commode. Et là, il y a une anecdote qui renforce la coopération que évoquée tout à l'heure. C'est qu'on avait maintenu pour l'année complète de la licence en ligne, eh bien, l'ensemble de nos 3 regroupements. Cette fois, ça se jouait avec un regroupement, ben, je crois, avant la première séance, ça devait être fin septembre, un deuxième regroupement en février et un troisième en sortie vers fin mai, mi-mai, fin mai, quelque chose comme ça. Et lors du premier regroupement, eh bien, les cours n'étaient pas en ligne du côté de l'IOD. Vous voyez, on avait donné tous nos cours faits, on avait donné la maquette complète. Francis avait fait son cours, j'avais fait le mien, Gaby Weygand avait fait le enfin, tout le monde avait fait le boulot, sauf que l'IOD ne les avait pas mis en ligne malgré le contrat. Et on avait quelque chose comme 100, 110 étudiants, donc on couvrait notre budget avec 450 € par étudiant. Euh, et donc, on a fait le premier regroupement présentant la philosophie pédagogique de la chose, présentant les aspects techniques. Il faut bien se replacer dans le contexte aussi. Hein. Manier tous les forums qu'il y avait, ce n'était pas encore évident pour tout le monde à l'époque, hein, comme ça peut l'être aujourd'hui. D'autres astuces numériques absolument banales aujourd'hui ne l'étaient pas à l'époque. Donc, il fallait expliquer ça et puis prendre connaissance des sous-groupes autour de chacun des tuteurs, etc., etc. Et on annonce, bah, dès lundi, vous pouvez y aller. C'était un samedi. Dès lundi, vous y allez, vous entrez dans les cours comme on vous l'a expliqué, tout va bien. Sauf que le lundi suivant, bah, les écrans étaient noirs. L'IED n'avait pas fait de boulot, il n'avait pas mis en ligne les cours, la maquette complète qu'il avait depuis le mois de mai et ainsi le mardi, et ainsi le mercredi, etc., pendant une semaine. Et pendant ce temps-là, ben, les étudiants nous appelaient, mais enfin, comment ça se fait qu'il n'y a pas les cours? Vous nous aviez dit qu'il y aurait les cours, nous on a payé, on veut nos cours, puis, oui, c'est absolument logique, mais seulement ça coince du côté IED, quoi. Et donc ça a duré comme ça pendant une semaine, et le samedi suivant, il n'y avait toujours pas de cours. Et le samedi soir, là, voilà. Alors là, on entre vraiment dans de la coopération, entre autres, bien concrète, hein, celle-là. Le samedi matin, je crois, suivant, Florian m'appelle, Florian Massiot, avec qui on chemine depuis l'année 2000. Il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai l'impression qu'ils ne mettront pas les cours en ligne. Ben oui, c'est... Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'il me dit, je connais bien les informaticiens, ils ont une psychologie bizarre, et à mon avis, ils ne mettront pas les cours en ligne. Donc, ce que je te propose, c'est que la licence complète, on la fasse en 48 heures, et on la met en ligne, en se passant de l'IED. Je me dis, t'es pas bien, on va jamais réussir à faire ça. Il me dit, si, 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 j'ai trouvé une combine. Tu m'envoies le PDF de tous les cours, parce que je les avais. J'organisais un peu l'ensemble, quoi, disons. Tu me les envoies et moi, je te les mets dans des chartes graphiques au fur et à mesure et tu verras, dimanche soir, ça sera fait. Et effectivement, on ne dort pas pendant 48 heures et on fait une licence complète en ligne en 48 heures, quoi. Et comme le dimanche soir, il n'y a toujours aucun cours en ligne de la part de l'IED,
j'appelle toute l'équipe. Alors peut-être Francis en était-tu à l'époque, je ne sais plus. Hein, je sais plus. J'appelle toute l'équipe, les près de 19 personnes, leur disant, mais écoutez, demain à 9 heures, si vous êtes libre, eh bien on se rend à l'IED, puis on occupe l'IED. Et donc, le lendemain matin, je me dis, moi, je vais me retrouver tout seul, évidemment, devant l'IED. Ben non, on était au moins une douzaine devant l'IED de l'équipe. Et on demande immédiatement à rencontrer le directeur du lieu, quoi, que l'on connaissait, puisqu'on avait signé un contrat avec lui. Et là, on lui pose un ultimatum. On lui dit, bah, écoutez, si ce soir, c'est pas en ligne à 18 heures, on rompt le contrat et tous les cours, on les balance sur une plateforme alternative. Elle arrivera juridiquement ensuite, ce qui arrivera. Les webmasters du lieu arrivent et nous disent, ah, mais c'est strictement impossible de faire ça entre 10 heures ce matin et 18 heures ce soir, c'est impossible, on n'y arrivera pas. Et là, Florian leur montre sur un tableau, leur fait les schémas, dit, si vous faites comme ça, si vous faites comme ça, si vous faites comme ça marchera. Alors bon, ils sont un peu surpris, quoi. Ils nous prennent un peu pour des lurons un peu bizarres, quoi. Et donc, on répète en partant, si à 18 heures, c'est pas en ligne, eh bien, on balance la plateforme alternative. Alors évidemment, à 17 heures, je me mets en ligne et je regarde, très très inquiet quand même, c'est la première grosse anicroche depuis 2000. Et je me dis que le choix de s'adosser à l'IOD n'était vraiment pas le bon. Donc je me suis planté totalement avec ce choix, quoi. Et puis à 18h02, 18h03, miracle, la licence L3 IED apparaît sur l'écran des étudiants. Alors voilà. Alors ça, c'est un épisode, vous voyez, assez marquant, je crois, dans la coopération. Parce que tout ça, en même temps, c'était fait dans la bonne humeur. On était très, très inquiets, mais en même temps, c'était dans la bonne humeur parce qu'on avait vraiment l'impression de faire quelque chose ensemble qui ressemblait à une espèce de petit coup d'État, de revendication portée un peu en force. Et j'avoue que ça a dû en rajeunir quelques-uns, quoi. Et puis, ça a vraiment soudé l'équipe, hein, je crois. Donc, je vais aller très vite maintenant pour la fin parce que moi, je quitte cette aventure-là bientôt, en 2007 au bout de 2 ans du L3 en ligne, donc qui tourne à peu près avec le personnel que j'ai dit tout à l'heure, du côté des tuteurs, du côté des chargés de cours, du côté des titulaires, et ça marche et ça monte en puissance. On a de plus en plus d'étudiants. Hein. En fin 2005, on a beaucoup de demandes d'inscription. Fin 2006, on en a encore plus. Et cours en 2007, encore davantage. Et moi, je refuse, parce que entre-temps, je suis devenu responsable officiel. Il fallait, selon des avis autorisés, qu'il y ait un responsable officiel de la licence. Et moi, je ne voulais absolument pas être responsable officiel. Je voulais bien m'occuper de la licence comme ça, mais pas en être le responsable officiel, ça me déplaisait vraiment. Et donc, j'étais devenu responsable officiel malgré tout, parce qu'il fallait vraiment quelqu'un. Et je refusais absolument de dépasser 150 étudiants au total dans la licence en ligne. Je ne voulais pas aller au-delà parce que j'estimais que ça dépassait nos forces et qu'il aurait encore fallu recruter davantage de personnel et qu'après, ben, l'esprit de famille qu'on avait un peu, très coopératif, très, très joyeux aussi, ça risquait de se diffuser pour devenir quelque chose autre, hein, de beaucoup plus fonctionnel, de beaucoup plus euh, organisateur, de moins sympa, quoi. Et je craignais vraiment ça. En plus de la déperdition de la qualité pédagogique qu'on pouvait peut-être avoir. Donc je refuse ça et je refuse aussi, enfin je freine des cas de fer pour que des idées de monter un master en ligne arrivent. Je voulais attendre que la licence ait 3 ans, 4 ans vraiment de roulement pour commencer à monter le master. Mais il y a des personnes comme Lucette, Rémi, qui disent non, non, il faut faire le master tout de suite, tout de suite, tout de suite. Pour des raisons institutionnelles, ils avaient raison et c'est moi qui avais tort. Bon, mais moi, je ne me voyais pas me lancer dans le master tout de suite. Dans le master, oui, mais pas tout de suite. Et de toute façon, c'est là que je quitte l'université, que je démissionne pour prendre ma retraite de conducteur de train, mon métier antérieur. Voilà, fin de l'épisode, récit nostalgique et, et quand même un peu enchanté parce que c'est vrai que c'était une parenthèse, le montage de cette licence qui dure encore aujourd'hui, hein, quand même, 25 ans après presque.
même si elle s'est transformée inévitablement, hein. Les personnes ne sont plus les mêmes pour beaucoup, les habitudes ont changé, des moyens techniques nouveaux sont arrivés, euh, un état d'esprit différent il règne, bien entendu, mais j'en conserve avec, quelques grandes grèves de la SNCF, où vraiment il y avait un esprit de coopération très fort, c'était les agents de conduite. Ben, j'ai retrouvé un peu ça dans la genèse de cette licence en ligne, et ça demeure un souvenir assez ébloui. Et puis ébloui aussi par ce qu'on avait réussi à faire, plus ou moins, hein. Alors là, Francis, il faudra me démentir si je me trompe, hein. J'ai l'impression que l'idée qu'on avait au départ a fonctionné. C'est-à-dire que dans un média apparemment froid, comme le numérique, comme l'ordinateur, j'ai l'impression qu'on avait réussi, et on voyait ça lors des regroupements, et puis là, avec la qualité des échanges sur les forums entièrement écrits, donc par voie écrite, eh bien, je me rendais compte que les rapports que j'établissais, non pas moi, mais un peu tout le monde, avec les étudiants, non pas moi tout seul, avec les étudiants, avaient quelque chose de plus incarné, en quelque sorte, qu'en présentiel, quelque chose d'assez étonnant. Les étudiants, par exemple, lorsqu'on parlait d'auto-formation existentielle, cours que je donnais aussi en présentiel, là, je pouvais vraiment établir des différences en même temps. J'ai l'impression que les étudiants se livraient beaucoup plus facilement sur le plan existentiel qu'en présentiel, comme si le forum, comme si une certaine qualité d'écoute dans les réponses, à la fois des étudiants, de moi-même, des tuteurs, etc., facilitait un peu la réflexion en profondeur sur le vécu des étudiants. Et puis nous-mêmes, parce qu'on était impliqués, on livrait aussi notre analyse de nos vécus, sans tomber dans de la psychanalyse, mais simplement sur un plan, simplement, c'est pas le mot qui convient du tout, mais strictement sur le plan existentiel. Donc, et je me rends compte aujourd'hui que, encore, les seuls étudiants rares, très rares, qu'il m'arrive de voir, avec qui j'ai gardé des contacts, eh bien, dans 90% des cas, ce sont des étudiants qui viennent de la ligne, des enseignements en ligne, alors que je ne les ai quasiment jamais fréquentés concrètement, hein, vous voyez? Et donc, ça, c'est quelque chose d'étonnant qui me fait dire que on a peut-être réussi avec ces mais d'autres, ils réussissent aussi, bien sûr, à mettre un peu de sensibilité euh, et de vraie coopération humaine à l'intérieur de ce média un peu terrifiant, finalement, qu'est le numérique, hein. Ben, voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, euh, comment dire, il y aurait plein de choses à dire sur ce qui se passe entre nous en ce moment, par exemple. Parce qu'il fallait, vous m'avez demandé aussi, Pierre, de parler un peu du corps, si je pouvais, mais je ne veux pas être trop long, il faut vraiment m'arrêter. Euh, Écoute, euh, Christian, j'ai scrupule à t'arrêter, mais peut-être, est-ce qu'on peut peut-être faire une escale, au moins? Parce que, alors, il y a quelques questions qui sont arrivées entre-temps qui me semblent intéressantes. Et puis, alors, outre que, bon, ben, on pourrait peut-être passer la parole à Francis, il y a également eu un écho de quelqu'un que tu as donc croisé, qui est Annabelle. Voilà, elle vient de le mettre dans le chat. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour que voilà, on boucle peut-être ce moment? C'est vrai que bon, c'est important aussi parce que là, en fait, on fait une archéologie et un peu une généalogie du lieu dans lequel nous sommes en ce moment. Donc, bon, ce serait important qu'il y ait des paroles présentes aussi voilà, qui viennent. Et puis ensuite, soit on a le temps de repartir vers le corps, ce qui, moi, c'était presque, pour moi, c'était presque le plus important comme lecteur. Mais sinon, de toute façon, tu as bien compris que tu reviendrais et que je n'ai pas fini de te tirer les verres du nez. Donc, on reparlera de cela. Mais si tu es d'accord, on discute autour de. Alors, Francis et puis Annabelle, peut-être, si vous voulez intervenir. Francis? Oui, je sais pas. Enfin, bon, déjà, merci Christian d'avoir rappelé tout ça parce que, bon, effectivement, ça rappelle des choses.
Et puis des choses des fois que j'ai vécues au début avec l'équipe et d'autres dont j'ai simplement entendu parler, parce que dans les premiers moments, j'étais pas là, c'était par ouï dire, ah bon, ils ont fait ça et tout, ça en est là, bon. Donc, c'est des bons éléments d'histoire, quoi, hein. J'ai bien aimé t'écouter là-dessus. Et bon, bah, que dire après? Alors oui, déjà, dire que j'ai tous les PDF du livre, hein. Donc voilà, on en parlait au tout début, je peux les communiquer, voilà. Alors je les ai parce que je les avais téléchargés il y a quelques années, parce qu'ils étaient en libre accès sur Kern. Mais je suis retourné sur Kern récemment, j'ai essayé de les télécharger, il faut payer maintenant pour les avoir. Alors c'est un peu, même avec l'accès enseignant ou étudiant de Paris 8, donc voilà, c'est quelque chose. Bon, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus, simplement c'est une information, c'est payant, bon, pour les avoir, même avec l'accès Paris 8. Donc, bon, bah, selon ce qui sera décidé, moi je peux les filer à tout ce groupe, ou seulement certains articles, je sais pas, bon, mais ils sont là, ils sont là, ils sont disponibles, il n'y a pas besoin de payer 29,50 € pour, voilà. Alors, il est absolument hors de question que cela soit fait, n'est-ce pas, puisque nous sommes enregistrés. Cela dit, nous avons des bibliothécaires dans notre groupe, donc je vais donner peut-être ton adresse email pour qu'ils te contactent. Hein, voilà. D'accord, oui, Ça oui. n'engagera qu'elle et qu'eux, hein, évidemment. Hein, voilà. Les menottes, ce sera pour ces personnes, pas pour nous. Voilà. D'accord, d'accord. J'oubliais ce détail. Oui, oui, ok. Merci. Bon, bah, euh, en prenant un peu, mais sans développer trop, hein, le récit où Christian s'est arrêté. Bon, bah, moi, bon, bah, effectivement, je suis arrivé au moment de la licence en ligne. Bon, ça a déjà été dit, tout ça. Et, Et bon, bah, il y a quelqu'un qui est passé, qui a une assez grande importance aussi, parce que c'est la personne qui a monté le master au niveau des tractations à l'IED, c'était Hélène Bézille. Et donc, qui est quelqu'un qui est parti dans une autre université, qui est en retraite maintenant, mais qui a eu plusieurs années à Paris 8, où c'est quelqu'un qui était très à l'aise pour les tractations. Avec l'IED, les questions de budget, des choses comme ça. Bon, donc moi j'étais un peu son assistant au début, puis quand elle est partie, bon, bah, j'ai pris la responsabilité du Master 1, et avec le Master 2 qui s'est créé rapidement par la suite, quoi. Donc bon, voilà. Quelque chose qui a changé quand même, c'est que par rapport au succès en termes de nombre d'étudiants et puis d'ailleurs aussi de bons pourcentages d'obtention des diplômes qu'on avait en comparaison à d'autres diplômes, euh, ce qui s'est passé, c'est que on s'est trouvé en difficulté d'être dans la grande implication que Christian décrivait. Par exemple, 24 heures sur 24, c'était peut-être les premières années, mais après, c'était pas possible avec plus de 200 étudiants en licence, presque 100 au début en master 1, un petit peu moins en master 2, mais bon. Et puis, il y avait toujours le master en présentiel, enfin, licence et master, le cursus en présentiel, à partir de la L3 à l'époque. Donc, pour la petite équipe que nous étions et que nous sommes encore, en termes de nombre, bon, bah, ça devenait un petit peu de la folie. Alors, j'ai même écrit un article là-dessus qui a été publié dans une revue comment, qu'est-ce que c'est? Phronesis, voilà. Une revue où il demandait des choses sur la ligne, tout ça. Et où je racontais que j'étais très embêté parce que on avait l'habitude de faire des réponses individualisées sur les forums, mais que j'avais 120 inscrits dans mon cours de licence et c'était pas possible. Donc j'ai dû arrêter les retours individualisés et ce qui me posait un cas de conscience, enfin j'étais très gêné par ça. Et donc de faire des retours généraux en regardant les thèmes globaux, etc. Bon, en master, ça restait individualisé, en licence, c'était plus possible. Donc, il y a aussi le fait qu'à une époque où j'étais chargé de cours,
j'avais franchement le temps, parce que bon, bah, j'avais un autre boulot à côté qui était un mi-temps. Et en devenant titulaire, j'avais beaucoup plus de boulot. Donc, enfin, c'est voilà, il y a cet aspect aussi quantitatif qu'il faut pas négliger, et puis dans la façon dont il frotte contre les valeurs qu'on met en avant. Il y a aussi le fait que bon bah l'IED c'est quand même euh, c'est du privé dans le public, c'est-à-dire que il y a les étudiants payent et puis en master, en licence aussi, mais ça a augmenté par rapport à ce qui avait été calculé par les fondateurs, quoi, hein. Donc il y a cet aspect-là et donc bon, il y a quand même quelque chose dans l'ambiance qui a changé. Mais ce que j'aime toujours bien, ce qui a été maintenu, c'est peut-être des aspects un peu différents auxquels je suis particulièrement sensible. C'est alors les aspects qui sont évidents, c'est que ça permet à des gens qui pourraient jamais venir à l'université pour différentes raisons d'y être, hein, d'y être, de suivre des cours, etc. Mais il y a aussi les questions de temporalité auxquelles je suis vraiment attaché. Puis ça permet de revenir à la question de l'écriture, c'est que euh, il y a une espèce de souplesse temporelle du fait que on est en asynchrone. Et que, bon, par exemple, moi j'ai un emploi du temps, enfin j'ai un rythme tout à fait bizarre pour la plupart des gens, c'est-à-dire que je dors tard et je me lève tard. Bon. Et si jamais je poste des réponses ou des nouveaux textes, etc., à 2 heures du matin, ça n'a aucune incidence, c'est l'IED. Et si, par exemple, les gens qui, par exemple, doivent, enfin, s'occupent d'une famille, etc., et puis, enfin, bon, on peut, comme dirait Gaston Pinault, rythmer les rythmes, hein. C'est-à-dire on peut créer son architecture temporelle, qui est peut-être des fois un peu compressée, parce que si on bosse, s'il y a des enfants à faire bouffer, enfin, voilà, quoi, ça peut être très complexe. Mais on a cette possibilité-là, alors que bon, bah, en présentiel, non, le cours, il est de telle heure à telle heure. Bon. Et aussi, comme ça a été rappelé, les forums restent. Et puis, souvent, j'ai l'impression que, alors c'est la grande modernité de l'enseignement à distance, tout ça, enfin en ligne, tout ça, bon, bah, mais d'un certain côté, il y a un aspect 19e siècle, c'est-à-dire que euh, les, les étudiants passent quand ils veulent, mais en général, les enseignants, en tout cas, bon, je parle pour moi, mais je sais qu'il y a des collègues qui font à peu près la même chose. On prévient, on donne des repères temporels sur, par exemple, je passerai le mercredi ou le jeudi, ou tout ça. Bon, ce qui veut dire que quand on pose une question, contrairement à ce qui se passe en cours, des fois, il faut poireauter toute la semaine pour avoir la réponse. D'un autre côté, c'est un petit peu comme les diligences qui venaient, par exemple, de Lyon à Paris, qui mettaient une semaine à venir, à l'époque où les communications entre les gens qui vivaient à distance se faisaient par courrier, avec les diligences, tout ça. Enfin, voilà, c'est un bout de 19e siècle qui arrive au 21e, enfin, façon de parler, mais quand même, il y a un petit peu quelque chose comme ça. Mais aussi avec l'avantage de l'espèce d'ascèse qui se passe à l'IED, c'est que, étant donné que quand même, bon, même s'il y a des moments de visio comme maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui passent par l'écriture. Bon, bah, il y a en quelque sorte pas beaucoup le choix, quoi. Il faut passer par l'écriture et puis prendre le temps de formuler, etc. Ce qui est, outre le côté entraînement à faire des outils universitaires, c'est aussi toute une sensibilité qui est là. Pour moi, l'enseignement en ligne tel qu'on le pratique, ça fait partie du mouvement slow. C'est-à-dire, vous savez, il y a le mouvement slow, il y a la slow food qui s'oppose à fast food. Il y a, euh, il y a le slow sport où il n'y a pas de compétition. Il y a plein de déclinaisons du slow comme ça, quoi. Bon, en recherche, il y a aussi la slow science. Il y a des auteurs, des collègues qui ont fait tout un manifeste là-dessus. Pourquoi est-ce on se dépêche de publier le plus possible au détriment de la qualité? Bon,
Donc, cette espèce de mouvement slow-là, ça, je le retrouve dans la temporalité de l'IED. Bon, euh, la question du corps et tout ça, je vais pas entrer là-dedans, là, quoi. Mais enfin, bon, voilà un petit peu les, les développements qu'il y a eu. Il y aurait sûrement beaucoup de détails à donner, mais bon, c'est peut-être suffisant pour un premier truc à dire là tout de suite. Merci beaucoup, Francis. Annabelle, vous voulez prendre la parole pour nous parler de la dernière année où Christian était donc en exercice à Paris 8 et où vous, vous avez fait votre licence en sciences de l'éducation? Oui, après, ce ne sera que ma petite expérience et mon ressenti. Euh, alors, peut-être pour répondre et faire écho enfin, répondre d'une certaine manière hein, à ce que demandait Marie, en termes de profil, ou de parcours, moi j'ai le sentiment qu'on était nombreux, en tout cas en 2006-2007, à avoir un parcours professionnel déjà engagé et qu'on était à la fois étudiant et travailleur. Voilà, c'était mon cas. Moi, j'avais 2 emplois et c'est vrai que le présentiel était plus compliqué à aménager. Et c'est vrai que j'arrivais d'un doc de psycho où, à l'époque, en 2006, à l'époque, c'était 2005, donc tout fonctionnait en fascicule. Et c'était laborieux, c'était compliqué de, de se motiver et de trouver parfois du sens, même si ça marchait. Mais c'était quand même une énergie plus compliquée. Et en tout cas, mon sentiment, quand j'ai commencé la L3, et je dois expliquer quand même que je ne l'ai pas terminée parce que j'engageais après au ministère de la Justice un emploi enfin, une fonction hein, j'avais eu qui me permettait après de poursuivre en master. Et c'est vrai que j'ai pas enfin, j'ai pas fini l'année parce que j'engageais autre chose et qu'il fallait que je choisisse. Mais j'avais ce sentiment quand même d'avant-gardisme. Enfin, j'avais le sentiment d'arriver dans quelque chose de très neuf. Alors je rejoindrai Monsieur Le Sourd sur quand on a un rythme décalé, c'était parfait. Enfin, j'avais l'impression d'être à ma place en tant qu'étudiante, ce que j'avais pas ressenti ni en présentiel, en particulier au début en fac de droit où il faut être très présent et quand on travaille, c'est pas possible. Donc il faut trouver plein de. Et c'est vrai que là, cette fois-ci, j'avais vraiment eu ce sentiment oui, d'être à une place possible. Voilà, possible de. Et alors, étonnamment, j'avais jamais autant travaillé parce que c'était pas possible de bachoter. En fait, j'ai ce souvenir-là, j'ai ce souvenir de nécessaire implication. euh, J'avais le sentiment qu'en face, les enseignants nous poussaient à creuser cette notion d'émancipation et que c'était pas possible de bachoter. Voilà, ça c'est vraiment les souvenirs les plus prégnants en termes de voilà, et que les profils, on était vraiment quand même beaucoup. Après, j'ai vraiment pas, je voudrais pas généraliser, mais j'avais quand même ce sentiment en échangeant avec les étudiants qu'on était nombreux à être en décalage parfois parce qu'on travaillait. Certains, je crois, étaient malades dans mon souvenir, ou en tout cas avaient des situations qui nécessitaient de pouvoir bénéficier de cet apprentissage en ligne. Et voilà, je ne sais pas si ça peut un peu aider ou éclairer. Merci beaucoup, Annabelle. Ben, bien sûr que c'est important. Puis il n'y a pas de petite expérience. Enfin bon, voilà quoi. Christian disait tout à l'heure, bon, mais si on se met en mosaïque, il y a que des vidéos de la même taille. Voilà. Bon, ça, la forme dit le fond. Voilà. Donc, vous êtes juste à côté de Christian pour moi, et vous n'êtes pas plus grande ni plus petite que lui. Voilà. Et c'est ça qui est. Oui, oui. Ça dit bien une certaine recomposition, redisposition. Alors, la disposition ne fait pas tout, hein, parce qu'on peut très bien se parer des plumes de la démocratie et continuer à aimer énormément le pouvoir et à se démerder pour remettre un peu de hiérarchie et de pyramide quand ça nous arrange. Bien sûr, c'est la,
La forme ne suffit pas. Mais par contre, elle, elle peut dire des choses. Et je crois que ce soir, elle en dit. Voilà. Alors, il y avait Marie qui voulait intervenir. Oui, merci de me laisser la parole. Merci Christian Verrier et puis Francis Lesourd pour cette explication, cette historique. Moi, je me questionnais vraiment sur l'engagement des étudiants. Enfin voilà, Annabelle, j'ai entendu hein, ton parcours et je me disais comment on fait aussi, enfin quelle attention vous aviez eu pour amener l'engagement des étudiants à poursuivre cette licence ou voilà ce parcours qui est à distance et comment amener voilà l'engagement, la motivation, voilà c'était toutes ces questions-là qui en vous écoutant, me faisaient écho voilà aux réflexions. Merci beaucoup, Marie. Excusez-moi si ça fait un peu de bruit, j'essaie d'écrire dans le chat en même temps. Voilà, j'oublie de couper mon micro. Qui d'autre veut prendre la parole? Bon, là, c'est pas l'ORTF vous parle ou alors un documentaire historique sur France Culture. Bon, ça parle de nous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle au sens au sens transitif du terme, c'est-à-dire est-ce que ça parle de vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les échos là? Est-ce que vous avez l'impression aussi peut-être que en gros on vous raconte une légende dorée, mais que c'est pas si terrible que ça? Qu'est-ce que les unes les autres, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors il y a Martin qui va prendre la parole. Ben, allez-y Martin, et puis les autres après vous y allez. Merci, merci beaucoup. Je tiens à vous prévenir juste avant, je suis dans un local de répétition et donc peut-être qu'il y aura de la musique derrière. J'espère que ça ne va pas gêner et que vous allez entendre ce que je raconte. Moi, ce que ça évoque chez moi, c'est ben, une sorte de coup de pied aux fesses, parce qu'en fait, moi, je suis responsable d'un secteur formation dans les métiers de l'animation sociale et socioculturelle. Et effectivement, depuis quelques années, on est souvent à se poser cette question de mettre en place un dispositif de formation à distance. Et dans nos métiers, on regarde Stop, ça avec beaucoup de... stop, Martin, je suis navré. Ah si, continuez, c'est bon. Je croyais que ça que ça avait arrêté de s'enregistrer. Continuez, je vous en prie, excusez-moi. Pas de problème. On est souvent à se poser cette question, on est souvent à se dire, avec un côté très réfractaire, je vais faire cet aveu-là, avec un côté très réfractaire justement à aller vers la formation à distance. Et là, je viens de prendre un petit coup de pied aux fesses dans le côté, justement, le pas de côté sur le fait que, euh, comme M. Verrier disait, il n'y a pas de surplomb, en tout cas, on est tous à la même place. Le côté mosaïque que vous avez nommé, Pierre, moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Néanmoins, ça soulève une réaction ou une question qui est, il fallait quand même que les personnes qui ont lancé ce truc-là, ils aient un haut sens de l'éthique de l'acte de formation et de ce truc-là, parce que je me dis que aujourd'hui, en tout cas, on voit aussi des dérives sur l'enseignement à distance qui n'est pas avec autant de soucis éthiques, avec autant de recul et d'analyse sur ce qu'on propose comme situation de formation. Donc, j'aimerais bien avoir le retour euh, de Francis et Christian sur cette question-là de l'éthique en formation. Comment elle s'est posée? Est-ce qu'elle a été posée? Est-ce que ça s'est fait de manière totalement automatique et naturelle ou pas du tout? Pater. Et puis ensuite, on redonne, si personne d'autre ne veut prendre la parole, on redonnera la parole à Christian et Francis. Bonsoir, merci pour cette intervention, Monsieur Verrier, et, que j'ai eue l'année dernière dans des chats et tout ça, et puis Francis. Moi, la question était d'abord sur les contraintes, pas les contraintes, mais les obstacles en interne au niveau de l'université, si vous en avez trouvé, parce que je pense que cette année-là, c'était le basculement de tout l'univers vers le tout, pas les tout numérique. Bon, on prétendait le tout numérique, et quel a été aussi les ressentis d'autres professeurs, le fait en tant que professeur, de se retrouver aussi à nu face à cet outil qu'on ne pouvait pas à l'époque là aussi tout maîtriser. Et aujourd'hui,
le basculement de ce que nous faisons aujourd'hui, comment ça peut continuer. Bon, Martin a posé la question d'éthique, mais la valeur que nous, étudiants à distance, auront par rapport à les diplômes. Après, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que ça engendre en vous en tant que professeur ancien? Et puis, voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci beaucoup, Pater. Si, on a très bien compris, comme d'hab. Surtout que, bon, voilà, c'est vrai que vous travaillez directement avec cet outil. Voilà, c'est quand on a un outil, voilà, soit on se fait infecter les mains par la radioactivité de la pourriture qu'on veut nous filer avec, c'est un peu ce que disait Martin. Hein, on a l'impression qu'on a GAFA d'un seul coup tatoué sur les mains à vie, alors qu'au contraire, justement, comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour être plutôt dans une position ben justement de subversion, de très grande précarité, de guérilla peut-être hein, par rapport à ça. Donc voilà. Alors, juste avant de vous redonner la parole, les amis, il y a Véronique qui veut la prendre. Allez-y, Véronique. Et après, c'est Christian et Francis, vous intervenez de suite. Tout à la fin, là, on parlait de slow thinking, un espace où tous ensemble, bon, même si on a la même forme, ça faudra que j'aille élucider ça. Moi, j'ai ce sentiment que ça permet, comme peut-être pas un slow thinking, mais quelque chose où on peut, ça ouvre la parole, ça ouvre la pensée. Je trouve que l'expérience que vous avez vécue dans cette historique, alors si on a connu les années 2000, on a tous connu cette période où en effet le numérique arrive de manière un petit peu plus intense. Moi, j'avais donné l'exemple des hôpitaux parce que c'était aussi un choc culturel. Moi, j'étais cadre à l'hôpital et je me souviens, on nous installait dans pratiquement toute la France. Aussi de l'enseignement en ligne quelque part, parce qu'il fallait aussi aller à l'international. Hein, on ne restait pas juste sur la France en termes de crise sanitaire comme on l'a eu récemment. Donc j'ai ce sentiment que ça estompe certaines frontières, que ça permet. Alors Annabelle parlait peut-être de personnes malades ou qui veulent avoir accès à cette approche éducative, mais j'ai le sentiment que même dans notre groupe, ça peut aussi effacer, gommer certaines zones où on n'ose pas, où on ose, et on s'ouvre aussi avec les autres, un peu comme si on combinait les choses. Et en tout cas, moi, je peux vous affirmer que je ne sais pas si c'était ce qui se passait à votre époque, parce que ça avait l'air d'être très engagé. Mais moi, par exemple, si on fait un cours le soir comme là, j'ai du mal à aller penser à aller dormir après. Hein. Ça bouillonne, ça réfléchit, genre je réfléchis. Donc, je suis pas du tout sûre que ça propose du slow thinking. Hein. J'ai l'impression que ça active plutôt d'autres synapses, vous voyez? Juste une précision quand même, le slow thinking dont parlait Francis ou la slow food, c'est pas du tout le fait que on ait des légumes et que bon, c'est comme quand on a pris 4 pastis, on n'est plus capable d'aligner 3 mots. C'est pas ça du tout. C'est que non, on prend le temps. On prend le temps et notre but, c'est pas de publier dans une revue classée avec tant de signes pour avoir du facteur impact, toute cette bouillasse qui est le suicide indirect de l'université. Voilà. Bon, et il y a à savoir, est-ce qu'on veut en faire partie, est-ce qu'on ne veut pas en faire partie. Voilà. Évidemment, beaucoup de gens acquiescent à ce suicide universitaire parce qu'au sein de l'université, ils ou elles veulent continuer à avoir cette reconnaissance par des pairs qui est la pire des plaies que je connaisse parce que le mot de parité perd tout son honneur. Voilà. La slow science, c'est de dire Michel Foucault n'aurait jamais pu être nommé professeur
vu la lenteur avec laquelle il écrivait ses livres. Deleuze, pareil. Alors, venez pas nous faire chier à faire des articles classés A qui vont citer Foucault, Bourdieu, Deleuze, machin, tout ça pour se pavaner et dire, mais vous voyez, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons défendre l'université critique, nous devons aussi nous battre avec les arguments du néolibéralisme. Et donc, nous allons publier 10 articles dans l'année dans des revues. Voilà. Et on va, voilà, absence totale de style d'écriture, style de pensée, tout ça. Non, non. Ce que vous décrivez, Véronique, qui vous fait que bon, vous ne pouvez pas aller vous coucher comme ça après, ça cogite, etc. C'est pas du rapide, c'est de l'intense. Voilà. Les régimes d'intensité ne sont pas du tout des régimes de rapidité. Et la slow food ou le slow thinking de Francis, ce sont justement des choses qui permettent de renforcer les régimes d'intensité. Voilà. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Et puis m'énerver un peu parce que ça me fait du bien. Voilà. Donc, Allez. merci Véronique, comme d'hab. Voilà, je redonne la parole à nos deux comparses. Christian, Francis. Christian, vas-y. Bah, écoute, je peux essayer de réagir à deux, trois, enfin plusieurs, plus que deux, trois peut-être, euh, prises de parole. Moi, je rebondis d'abord volontiers sur ce qu'a dit Francis, entre autres, il a dit plein de choses, mais entre autres sur cet effet de temporalité différente, hein, qu'il y a dans l'enseignement en ligne par rapport à l'enseignement en présentiel, naturellement. J'y souscris totalement. Et dès le départ, c'est vrai que dans nos forums, on a été dans l'asynchrone. Hein. On a essayé plusieurs soirées d'organiser des forums live à l'époque, en direct, en quelque sorte, synchrone, et ça n'a pas fonctionné. Ça a très très mal fonctionné. Donc, on est resté dans la synchrone, qu'on trouvait beaucoup plus facile en plus pour la décantation de la réflexion de chacun, à la fois du côté des étudiants, mais aussi d'une autre, parce que contrairement à la salle, au présentiel, quand un étudiant pose une question sur le forum, faut lui répondre. Faut lui répondre. Enfin, c'est comme ça qu'on voyait les choses à l'époque. Il faut lui répondre parce qu'on voit que sa question reste sans réponse. Alors pour autant que ce soit une question qui vaille, hein, en quelque sorte. Et ça se voit, quoi. Et donc, à l'époque, des étudiants nous rappelaient à l'ordre, hein, en disant, mais non, mais je vous ai posé cette question, là, remontez un peu sur le forum, vous verrez, toujours pas eu la réponse. C'est moins brutal que ça, bien entendu, mais, et cette réponse, souvent, appelait une autre question. Vous voyez, ah ben, Foucault dit ça dans Surveiller et punir. Voilà, on va prendre un des plus connus. Ah oui, question suivante, oui, mais dans quel chapitre? Donc, vous voyez, voir à quelle page. Et là, je pouvais lui répondre à l'étudiant, parce que j'ai surveillé et punir dans la bibliothèque, donc je peux aller lui chercher et lui donner la page. En présentiel, je ne pourrais pas faire ce genre de choses. Par contre, ça prend une énergie terrible. Ça prend une énergie terrible que cette chose-là, et on tombe vraiment dans l'addiction. Ça a été dit entre les lignes. On était vraiment, au départ, complètement addict à l'enseignement en ligne. C'était un peu notre bébé, on était en train de le soigner comme on pouvait et de le faire grandir le plus possible, et ça demandait une attention constante. Mais alors on tombait dans des pièges absolument terribles, où on travaillait 70 heures, 80 heures par semaine, mais enfin, c'était mon cas tout au moins, quoi, puisque 2-3 heures du matin en discussion avec les étudiants. Et ça ne peut pas durer très très longtemps pour un enseignant, de chercheur du supérieur. Ça ne peut pas durer 10 ans, quoi. À ce rythme-là, c'est pas possible. Soit il faut changer de méthode pédagogique, donc à l'intérieur de son cours, soit arrêter carrément de faire de l'enseignement en ligne pendant un certain temps, parce que ce régime-là n'est pas soutenable tel qu'on l'avait. Et il y a aussi l'effet, à côté de la temporalisation, de la déspatialisation, hein. C'est-à-dire que on n'est plus enfermé dans une salle avec une architecture qui vaut ce qu'elle vaut, qui est généralement pas extraordinaire. Euh, et on se retrouve ailleurs, on se retrouve chez soi, bah, comme ce soir, on voit un peu nos environnements, on voit des bouts d'environnement, mais on peut être aussi sur
la plage. Maintenant, les techniques de communication le permettent. On peut être dans une forêt, on peut être partout. Vous voyez, l'effet de déspécialisation pour que la réflexion euh, s'anime d'une autre façon sont rendus possibles. Ça me ramène à la marche et au corps. Vous savez que Jean-Jacques Rousseau disait qu'il ne pouvait penser qu'en marchant. Je ne sais pas si c'était bien vrai tout ça, mais enfin il le dit. Il y revient dans les promenades, dans les rêveries, entre autres. Mais c'était aussi le cas de Thomas Hobbes, par exemple, le philosophe anglais, qui marchait avec une canne, il faisait de très très longues marches avec une canne où il y avait un encrier au-dessus, quoi. Dès qu'il avait une idée qui lui venait, il notait l'idée qui lui venait en marche. Donc à l'extérieur, à l'air libre, pas enfermé dans une salle. Et je pense que là aussi, pour l'enseignement en ligne, si on le conçoit un peu comme on avait essayé de le concevoir, il y a des possibilités qui s'ouvrent que le présentiel peut-être a plus de mal à ouvrir. Voilà, ça c'était pour la déspatialisation. Ça me paraît quelque chose de vraiment important, quoi. Les espaces changent, le temps change, les espaces changent aussi. Euh, Très important. Alors la fatigue, ben, j'en ai parlé, effectivement. Alors la fatigue aussi du côté étudiant, hein, probablement. L'une d'entre vous, je crois, a fait allusion pas le mot fatigue, mais enfin une motivation qui entraînait à beaucoup de travail, en fait, peut-être encore plus qu'en présentiel. Je crois que c'est Annabelle qui disait ça tout à l'heure. Et effectivement, on a remarqué ça, effectivement, que la densité des travaux rendus pour les évaluations était quand même différente du présentiel. Et ça, on l'a vérifié dans plusieurs années successives. Après 2007, je ne sais pas. Mais oui, on a vu ça, oui. Et ça vient certainement de la motivation qui a été évoquée par quelqu'un d'autre, je m'excuse, j'ai perdu le fil, parce que la mosaïque a changé, là, les visages ne sont plus au même endroit. Et, et donc, parce que la motivation des étudiants était certainement un peu écho à la nôtre, en quelque sorte. Et alors, il faut préciser que les étudiants ne sont pas exactement les mêmes qu'en présentiel, ou ils ne l'étaient pas à l'époque. C'est vrai qu'on avait aussi pensé licence et ces enseignements en ligne pour ceux qui ne pouvaient pas venir à l'université, ceux qui étaient malades, ceux dont les horaires de travail ne permettaient pas d'assister aux cours en présentiel, à ceux qui étaient éventuellement en prison. À ma connaissance, on n'en a pas vu, il y en a peut-être eu depuis, mais etc., etc., vous voyez, ou ceux qui étaient beaucoup trop loin dans le monde pour venir à Paris 8 et qui voulaient un enseignement de Paris 8. Donc là, on avait vraiment, vous voyez, un vivier qui habituellement ne vient pas en salle. Et le paradoxe, c'est que, et là on en arrive aux obstacles un peu, qui ont été évoqués. Quels obstacles avez-vous rencontrés? On a eu beaucoup de difficultés à arriver à la fin de la première année de licence avec l'UFR, avec le département des sciences de l'éducation, parce que le nombre des étudiants en ligne progressait, mais vraiment d'une façon assez marquée, alors que le nombre d'étudiants en présentiel baissait. Alors moi, j'avais été responsable de la licence et de l'UFR. Je savais que c'était un mouvement qui était déjà en cours avant. Hein, la baisse des étudiants était un peu générale sur Paris 8 depuis plusieurs années, et pas seulement en sciences de l'éducation. Donc j'étais au courant de ça. Mais tout le monde forcément ne l'était pas, et immédiatement, la licence en ligne a été accusée de pomper des étudiants, en fait, quoi. Vous nous piquez des étudiants qui viennent en ligne, alors que sinon, ils seraient venus dans nos cours qui se dépeuplent en présentiel. Or, ce n'était pas vrai, parce que les étudiants ne sont pas les mêmes. Les étudiants n'étaient pas les mêmes, il faudra vérifier aujourd'hui. Et je me rappelle, peut-être Annabelle était-tu là, je ne sais pas, lors d'un des derniers regroupements de 2007 et de 2006, je l'avais fait en 2006 et 2007, j'avais demandé sur la centaine d'étudiants qui étaient là pour le regroupement, qui serait venu faire une licence à Paris 8 s'il n'y avait pas eu l'enseignement en ligne. Levez la main. Et on a au maximum 5-6 mains qui se sont levées sur une centaine de présents. Ça veut dire que les 93 autres ou 95 autres ne seraient tout simplement pas venus à Paris 8
s'il n'y avait pas eu la licence en ligne. Et on a découvert aussi, par des questionnaires, ah oui, j'ai oublié de dire qu'on s'était transformé en recherche-action dès la première année et que l'on a disponibles des sondages que l'on faisait en direct avec les étudiants, avec des questionnaires parfois de près de 80 questions qu'on leur posait en ligne. Et donc, on a découvert aussi qu'il y avait énormément d'étudiants qui venaient en ligne parce qu'ils avaient déjà été à l'université, à Paris 8 ou ailleurs, et qu'ils en avaient un très très mauvais souvenir, et qu'en aucun cas, pour eux, ils ne seraient revenus en présentiel dans une université. Alors donc tout ça, ça fait que, effectivement, les obstacles que l'on rencontrait ben, se sont levés peu à peu, quand ensuite le master a été créé, ça je ne l'ai pas connu. Et que de plus en plus d'enseignants, finalement, d'autres laboratoires que de nôtres, sont revenus nous joindre, au premier rang desquels des personnes comme Saïd Pevandi, par exemple, un peu plus tard, comme Rida Enafa, j'en oublie. Euh, donc ça c'est un point important à noter pour la sociologie étudiante, finalement. Hein. Il faudrait vérifier aujourd'hui. Mais dans le livre, vous avez, dans le chapitre 2 ou le chapitre 3, énormément de chiffres sur ces questions-là. Mais je vois que tu levais la main, Pierre. Oui, je m'inscrivais, mais c'était pour... J'attends mon Ah tour de bon? parole. Il y a toi, puis il y a Francis, et puis il y a moi. D'accord. Ah ouais. Alors, pour la motivation des étudiants, effectivement, il y avait, dans l'ensemble, il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais dans l'ensemble, il y avait une motivation ah ben, c'était Marie qui posait la question, je crois, hein, de la motivation. Il y avait une motivation qui était très forte. Hein. Alors, ça vient aussi certainement du fait que ça faisait une licence quand même avec des contenus euh, impliquants, jusque dans l'évaluation. On demandait toujours, enfin, 2005-2006, à ce que l'étudiant, dans l'évaluation, dise souvent je, et parle de lui, de son point de vue, de sa subjectivité aussi, à côté de contenu plus conceptuel, bien entendu. Mais donc, il y avait un engagement de la personne qui devait, à mon avis, avec le contenu en plus des cours qui étaient très impliquants, moi, mon cours sur l'auto-formation existentielle, sur Krishnamurti, sur la philosophie du sens de l'éducation, avec René, et tous ceux des autres, tout ce qu'il y avait autour des histoires de vie, par exemple. Et j'en oublie plein, je m'en excuse euh, pour ceux que je ne cite pas, euh, qui étaient des contenus presque tous impliquants. Hein. Donc, la motivation, forcément, de l'étudiant devait s'en ressentir. Plus l'attitude des tuteurs, des accompagnateurs, plus l'attitude des profs même, qui étaient quand même très, très, très orientés dans ce sens-là. Écoutez, alors l'éthique, oui, l'éthique. Alors, du côté de l'éthique, bon, je pense qu'on avait dans l'ensemble, quand on n'était pas trop nombreux, on avait vraiment une éthique pédagogique qui s'était forgée au fil des ans parce qu'on se connaissait bien, parce qu'on s'aimait bien, parce qu'on fonctionnait bien ensemble. Donc, quand il y avait une ligne rouge à ne pas franchir, on la voyait tous ensemble, quoi. En quelque sorte, faut pas aller par là. Et il y avait quand même aussi une sorte d'éthique et d'habitude qui nous faisait être aussi, j'ai l'impression tout au moins, parce que j'idéalise peut-être un peu les choses, que dans l'équipe, avant qu'elle devienne trop nombreuse, on était un peu comme ce soir, à égalité dans nos petits rectangles. C'est-à-dire que quand les nouveaux arrivants devaient travailler sur leur cours en ligne et qu'ils ne savaient pas comment faire un cours en ligne, eh bien le tuteur, qui ne pouvait être qu'en Master 2, eh bien, conseillait le professeur. Vous voyez, dans des réunions, parce que j'organisais de nombreuses réunions pour souder l'équipe, tout à fait au début, eh bien, il y avait vraiment un langage d'égalité. Hein. Des gens comme Rémi S, au départ, ou Lucette Collin, ne connaissaient absolument rien à la licence en ligne. Nous, on avait déjà derrière nous 3 ans d'expérience. Donc, les tuteurs qui étaient là, non seulement nous, eh bien, parlaient d'égalité, à égalité avec les profs, et leur apprenaient des choses, et leur rendaient service, concrètement, quoi. Donc, il y avait une éthique de la coopération, et puis il y avait aussi une éthique, je crois, quant au contenu, à la philosophie générale. Et pour ce qui est du privé public aussi, que Francis a évoqué très, très rapidement tout à l'heure, avec tous les GAFAM qui sont derrière, mais ça, ce sont des accusations, effectivement,
Ouais, vous faites un enseignement qui est vendu au capital, en quelque sorte, vous voyez, ou aux grosses machines capitalistes qui tournent autour de l'enseignement en ligne et du numérique en général. Bon, bah c'est vrai que l'IED, c'était aussi une machine, pas seulement à Paris 8, mais partout où il y a des équivalents de l'IED, mais ce sont aussi devenus des machines à rapporter de l'argent aux universités. Ça, c'est clair, hein. C'est une manne financière, hein. Sauf que moi, au début, je ne voulais absolument pas dépasser le coût que j'ai évoqué tout à l'heure, qui m'apparaissait égal à celui d'un étudiant en présentiel, quoi. Euh, mais cette question-là, elle est toujours là, elle est toujours en suspens, hein. Si on pouvait construire une licence avec des outils informatiques entièrement conçus de façon collaborative, hein, et mieux coopérative, en dehors des GAFAM, quoique c'est difficile d'y échapper totalement, hein, quand même, avec la façon dont s'est organisé le numérique mondialement, difficile d'y échapper. Mais il y a quand même des voies comme ça qui permettent de prendre un petit peu la tangente, hein, sans doute. Voilà. Et puis les obstacles en interne, bon, bah, je les ai déjà évoqués, je pense, un peu. Mais il y en aurait plein d'autres. Merci, Christian. Francis, tu veux intervenir? Oui, bah, il y a toujours, enfin, il y a plein de pistes possibles pour dire des choses, hein. Euh, par rapport à l'éthique, bon, bah, il y a l'aspect collectif dont Christian vient de parler. Là, bon, bah, c'est sûr que ça change, ça, hein. On n'est plus dans la même configuration, j'ai envie de dire un peu unitaire qu'il y avait à l'époque avec Christian, René, Jean-Louis Legrand et j'en passe, hein. Bon, mais bon, bah, il y a des choses qui peuvent se maintenir quand même. Je pense à quelque chose de tout simple lié à l'implication, c'est que c'est pas rare que les enseignants parlent de la recherche, donc le truc, la recherche, c'est sérieux, etc., en parlant de leur implication dans leur recherche, c'est-à-dire de en quoi ma recherche est liée à ma vie. Et bon, bah, je sais que je dis sûrement encore maintenant que bon, bah, quand j'ai fait ma thèse sur les tournants biographiques, j'étais moi-même en plein tournant biographique. C'est le genre de choses qu'on dit facilement et qui prennent un contre-pied très important par rapport justement à motiver les étudiants, si en tout cas s'ils le sentent à ancrer dans finalement des rêves un petit peu qui n'avaient pas une autorisation à s'exprimer comme ça. Par exemple, je pense à quelqu'un justement, tiens, quelqu'un qui se disait, mais il faut qu'on fasse une recherche sur qu'est-ce qui se passe sur notre lieu d'emploi. Et c'est finalement quelqu'un qui, avec les échanges, devait être éducatrice de jeunes enfants et a fait une recherche sur la marche en solitaire comme occasion d'émancipation chez les femmes. Et donc, ça n'a rien à voir, mais il y a autorisation à aller creuser du côté de finalement quel est le truc qui peut-être me tient beaucoup plus, mais fait un peu moins scientifique. Et bah, en général, les enseignants disent, vas-y. Bon, c'est quelque chose d'important en termes d'éthique, au sens, alors c'est peut-être en un sens assez large, mais je pense ça. Et puis aussi des choses tout bêtes, par exemple, dire en tant que prof, je ne sais pas, je n'ai pas lu ça, quand les étudiants nous filent une bibliographie, on dit, oh, mais tout ça, on peut pas tout lire. Bon. Et bon, bah, ça paraît absolument évident maintenant, parce que peut-être parce qu'on est dans le bain de quand même cette équipe-là, mais c'est très important. C'est vraiment très important. Et puis, ah oui, il y avait aussi, euh, oui, je crois que c'est Pater qui disait, et alors, et vous les enseignants, quand vous vous retrouvez à nu à dire des choses, parce qu'effectivement, si on dit une bêtise, ça va rester sur les forums, hein. Bon, bah, ça pose la question de, quel temps on prend pour écrire, mais aussi est-ce qu'on aime écrire? Je dis ça parce que souvent, j'ai l'impression que être enseignant
en présentiel, ça demande des habiletés d'orateur. Mais être enseignant en ligne, ça demande des habiletés d'écrivain. Ou en tout cas, peut-être pas d'écrivain au sens noble, on va avoir des prix littéraires, mais quelqu'un aimer écrire. Je pense qu'il y a des collègues qui n'aiment pas écrire. Alors ils écrivent parce que bah, ils sont enseignants-chercheurs, mais bon, bah, je me souviens de situations où, dans les premières années, j'étais très embêté parce que il y avait des étudiants qui s'écharpaient sur les forums en se traitant de tous les noms. Je disais, comment je vais me débrouiller avec ça? C'est sur le forum de mon cours. Et bon, bah, il faut avoir envie de trouver l'équivalent verbal de ce qui peut s'arranger avec du non-verbal. Il y a des gens en train de s'écharper en non-verbal, il y a des postures, il y a des tons de voix, des choses comme ça. Bon, bah, comment est-ce qu'on fait passer ça dans un écrit qui va rester? Et bon, voilà, quoi. Faut avoir envie comment dire, de faire passer, bah tiens, on revient à ça, de faire passer du corps dans le texte. Et bon, bah, alors, il y a des textes qui donnent des impressions corporelles. Il y a des fois des façons d'écrire qui donnent une impression similaire à quelqu'un qui se dresse puis qui vous toise, hein. On sent ça dans les textes. Mais est-ce que on a envie, est-ce que ça nous plaît de faire passer ces nuances-là dans le texte? Eh ben, certains oui, d'autres peut-être moins, hein. Donc, enfin voilà, c'est effectivement par rapport à, on prend un risque. Et puis bon, en général, je pense qu'on se relie une fois, sinon deux ou trois. Dans certains cas, bon voilà quoi. Bon, et oui, bah, je pense aussi à ce que Christian disait sur il y a peut-être l'impression que souvent, en tout cas, quelquefois, il y a plus de rencontres qui se passent alors qu'on ne s'est pas rencontré, ça se passe en ligne. Et bon, bah, j'ai ce sentiment-là aussi. Euh, bon, si jamais on s'implique, on dit que on ne sait pas, que c'est ancré dans notre parcours biographique, hein. Bah, il y a peut-être des choses qui, en plus, s'il y a le temps d'y penser et de se demander, ah tiens, le prof dit ça, qu'est-ce que moi je m'autorise à dire? Bon, bah, ça aide, quoi. Enfin, le monde numérique peut pas être incorporel et débiographisé, si je puis, je peux dire ça comme ça, quoi. Bon, ça ira pour l'instant. Merci Francis. Si personne, qu'est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je vais me permettre alors de la prendre un peu pour donner un peu ma petite expérience, comme dirait Annabelle. Ça fait maintenant 6 ans que... Alors j'ai écrit des choses dans le chat, je le dis, voilà, si vous voulez aller les lire, qui donnent un peu voilà, mon témoignage, même ma pratique. Euh, je trouve que là, ce que tu évoques, Francis, par exemple, ce truc, ben, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait donner, voilà, on construit ensemble du savoir. C'est vrai que cette dimension-là, de pouvoir y aller à son rythme, que chacune puisse venir à tel moment ou à tel autre, euh, c'est quelque chose qui rend possible le partage. Ça, c'est vrai. Et je pense que, en fait, il se trouve que pour moi, ben, la discussion de ce soir, euh, c'est c'est vraiment ce qui justifie peut-être le séminaire hors et marges. Parce que, effectivement, euh, vous venez de nous dire que ce lieu où nous sommes est un lieu qui s'est pensé d'abord hors et aux marges de l'université. Voilà. Et on n'a pas seulement appris des savoirs, on s'est co-éduqué. Voilà. Et nous, on est un peu là-dedans. Alors, avec le risque les marges sont toujours récupérées par le centre,
des phénomènes de figement, d'intégration au mauvais sens du terme, mais elles peuvent aussi en permanence lutter contre, et je crois que c'est une utopie de dire, ah ben oui, oh, il y a un moment où c'était parfait. Ben non, ça n'a jamais été parfait. Et là, c'est pour ça que j'évoquais plus haut, enfin tout à l'heure, cette idée de cette coopération dont tu parlais, Christian. Je suis très content de t'en avoir entendu parler ce soir. En fait, je comprends mieux effectivement ce que tu voulais dire. En fait, mais moi, je n'avais pas compris. Mais je suis content de voir. En fait, moi, la coopération, eh bien, l'endroit merveilleux où je la vis, c'est l'endroit où je ne voyais pas comment faire autrement, c'est-à-dire dans le cadre des séminaires. Là, tel qu'on travaille, on ne pourrait pas faire ce qu'on essaye de faire s'il n'y avait pas de la coopération. Alors, je ne dis pas qu'on ne se prend pas les pieds dans le tapis, moi le premier, mais on le fait. Et on prend la coopération, c'est on prend le risque ensemble de se viander, mais on va quand même essayer. Et puis on va essayer surtout de produire quelque chose qui fasse du sens de façon singulière et intime pour chacune d'entre nous, mais aussi pour l'ensemble du groupe et si possible pour après. Et ce séminaire, c'est un lieu dans lequel ben, à force d'avoir des gens très divers qui l'ont prise en charge, c'est un lieu dans lequel il y a une diversité de documents qui sont mis à disposition et qui m'ont fait penser à la collection que le mouvement Freinet avait mise en place, qui s'appelait les bibliothèques de travail, les BT, BTJ, BT2, etc. Et j'ai appelé ça, moi, j'ai essayé de ranger petit à petit par grandes thématiques